Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler d'une arme iconique de la Seconde Guerre mondiale, le Garand. Ah, le clip il est un peu dur celui-là. Alors accrochez-vous bien, parce que l'histoire du Garand est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, et il y a eu pas mal d'événements qui se sont tous entremêlés quasiment au même moment. Et vous allez le voir, ça a été un sacré parcours du combattant pour John Cantus Garand. Alors comment ça commence tout ça? Eh bien avant même la Première Guerre mondiale, avec l'avènement de la mitrailleuse Maxim qui automatise le tir, de nombreux inventeurs vont essayer à leur tour d'automatiser le tir, mais pour une arme individuelle. L'idée est simplement d'augmenter considérablement la puissance de feu du fantassin, afin qu'il délivre dans un délai plus court le plus de projectiles possible. Et il faut bien comprendre qu'à l'époque, l'idée de cartouches intermédiaires ou de petit calibre n'existe pas. Globalement, les inventeurs prennent la cartouche militaire standard de fusil et essayent de l'adapter sur une arme semi-automatique, ou automatique, comme il était dit à l'époque. Je vais vous passer les différents modèles, mais il y aura du Fedorov 1916 en Russie, du Mondragon au Mexique, du fusil Bang au Danemark, du Mauser 1916 en Allemagne, du RSC 1917 en France et du Farquhar Hill en Angleterre. Et tous ces fusils, ainsi que plein d'autres que je vous invite à découvrir dans le livre que j'ai lu pour faire cette vidéo, ces fusils ont tous été testés jusqu'en 1917 par l'armée américaine. Sauf qu'aucun ne sera retenu pour être adopté parce qu'ils ont tous des défauts. Le concept de fusil automatique est encore trop immature pour une utilisation militaire. Si vous avez suivi ma vidéo sur les SVT-40 et le G41, vous savez que le développement de ce type d'arme, tirant une cartouche de fusil, n'a pas été très simple. Alors vous allez peut-être me dire qu'il y avait la Remington Model 8 et la Winchester 1907 de disponibles sur le marché américain. Deux armes de petit gabarit tirant une cartouche semi-intermédiaire, on va dire, et, point très intéressant, fabriquées sur le sol américain. Oui, mais ça reste des armes de chasse à la base, et pas adaptées pour une utilisation au combat. Parce qu'au-delà des performances du fusil en cible, il y a quelques points très importants pour une arme militaire. Le coût de production déjà, la facilité de démontage et d'entretien par la troupe, ce qui englobe aussi l'instruction, le poids et l'encombrement, et la résistance au choc. Donc, ok, il y a pas mal de fusils automatiques qui existent et dont j'ai déjà parlé ici, mais aucun ne remplit correctement tous ces critères. Il faut noter que l'arsenal de Springfield aux États-Unis était dirigé jusqu'en 1919 par un officier assez rigide sur ses principes et qui ne voulait pas trop entendre parler d'armes nouvelles. De plus, avec la fin de la Première Guerre mondiale, le Congrès américain vote des budgets très serrés pour la recherche et le développement. Le nombre d'employés passe de 2500 personnes en 1920 à seulement 236 en 1925. Bref, budget en berne et gros dégraissage dans les effectifs font que la conjoncture n'est pas vraiment favorable au développement d'une nouvelle arme à feu. Cependant, une nouvelle direction arrive à la tête de Springfield Armory en 1919. Et quand je dis direction, ce sont des militaires, mais je vous épargne les grades et les noms. Et donc une direction plus ouverte à la nouveauté et à introduire des civils dans leurs locaux. Et c'est là qu'arrive un certain John Cantus Garand. Et vous allez voir, il y en a plein des John dans cette histoire, sauf Browning. Donc Garand, et oui je vais le prononcer à la française, est un Canadien né en 1888. Sa famille émigre aux États-Unis et il commence à travailler en 1908 à Providence comme fabricant d'outils. Il s'installe à New York en 1917 et travaille en tant que concepteur de jauges. Bon oui, c'est la traduction littérale et bon, il s'agit surtout de travail dans le secteur industriel. Il lisait dans certains articles de journaux les difficultés sur l'adoption d'une mitrailleuse. Et ouais, la M1917 avec refroidissement par eau n'était pas encore en production. Il se dit donc qu'il devait se pencher sur la question et trouver une idée vraiment novatrice. Utiliser le recul de l'amorce pour faire cycler l'arme. En gros, lorsque le percuteur vient taper sur l'amorce, celle-ci recule de 0,762 mm, très exactement, mais ce qui est suffisant pour faire reculer le percuteur et donner une impulsion à l'ensemble mobile, et ainsi faire reculer la culasse et faire cycler l'arme. Sauf que Garand a des idées, mais pas les moyens de les mettre en pratique. Il a contacté, je sais pas comment, un certain John Kewish, totalement inconnu, mais il reviendra dans l'histoire, qui lui a les moyens et croit en l'idée de Garand. Arrivé en juin 1918, Garand fabrique un modèle fonctionnel sur la base du recul de l'amorce, et contacte dans la foulée Hudson Maxim, frère du célèbre Hiram Maxim, inventeur de la mitrailleuse du même nom. Et visiblement, l'idée a plu à Hudson Maxim, puisqu'il a poussé Garand au bureau de la marine américaine.
ce qui une fois de plus a plu et Garand a été envoyé à l'armée. Sauf que là par contre, l'accueil a été moins bon et son design a été jugé bon ok mais sans plus et que ça n'apportait pas grand chose par rapport à ce qui existait déjà. Il retourne à la marine, qui le renvoie au National Bureau of Standards à Washington et après quelques négociations, il obtient l'accès aux machines-outils sur place pour continuer à développer son arme. Et il continuera ainsi jusqu'à l'automne 1919 avec un fusil mitrailleur complet. Sauf qu'entre-temps, la Première Guerre mondiale se termine et le BAR 1918 est adopté et donc l'armée américaine ne recherche plus ce type d'arme. Mais son travail avait été remarqué, ainsi que ses efforts, car oui, John Cantus Garand était quelqu'un de très humble et surtout un très gros bosseur. Et non seulement il était capable de concevoir une arme, mais en plus de la fabriquer avec les machines, et donc il avait une vision aussi liée à la productique de l'arme. A priori, c'est le général Douglas MacArthur qui l'aurait propulsé chez Springfield Armory en octobre 1919. Sauf qu'il ne s'agissait plus de travailler sur un fusil mitrailleur, mais sur un fusil automatique. Donc l'idée va être de prendre son prototype, nommé T1919, et d'essayer de l'adapter en version fusil, ce qui va donner naissance au T1920. Je vous passe les détails de ces armes, car sinon ça sera trop complexe, mais des essais sont mis en place la même année, avec en face du Colt, développé par un certain Thompson, puis des armes de l'USMG et de chez Bang. Encore une fois, tout est dans le livre que je vous recommande chaudement. Mais en fait, les tests vont continuer sur les années suivantes, car les armes ne sont que des prototypes, et l'idée est de pouvoir corriger les défauts constatés lors des essais, et ça va continuer ainsi jusqu'en 1924. En fait, les deux armes qui retiennent vraiment l'attention sont celles de Thompson et de Garand. Mais certains militaires se posent la question du calibre. En effet, ils constatent, notamment en réfléchissant sur la Remington Model 8, qu'une cartouche plus petite serait plus pratique pour développer un fusil semi-automatique. La cartouche de 30-06 est puissante, mais demande alors un mécanisme imposant et lourd, et chauffe aussi plus rapidement l'arme. Du moins, ce sont les observations qui sont faites à l'époque. Ils vont alors faire appel à une personnalité peu connue aujourd'hui, mais qui est décrite comme une rockstar dans le milieu de l'armement à l'époque, John Douglas Pedersen. Vous le connaissez probablement par le Pedersen Device, ce système qui permettait de convertir un fusil Springfield 1903 en fusil semi-automatique de petit calibre, mais qui n'a finalement jamais été utilisé durant la Première Guerre mondiale. Par contre, Pedersen était plus connu pour ses travaux chez Winchester et surtout Remington, comme sur le pistolet modèle 51 ou le fusil à pompe modèle 10. Donc il était à son époque très connu, très respecté, mais visiblement avait un caractère assez particulier. Disons qu'autant Garand était humble et posé, autant Pedersen était excentrique. Donc il débarque chez Springfield Armory en 1923, avec un bon gros salaire et le privilège de conserver les droits sur les brevets qu'il développera. Son idée, développer une cartouche moins puissante que le 30-06 et se tourner vers le calibre 276. Ce qui permet de générer moins de recul, d'avoir une arme plus légère, d'embarquer plus de munitions et obtenir une trajectoire de projectile plus droite. En gros, il y aura d'un côté John Garand, simple employé de chez Springfield et qui doit continuer de développer un fusil auto en 30-06 et de l'autre John Pedersen avec atelier privé, appartement de fonction et qui doit développer un fusil en calibre 276. Bon, il fallait déjà que Pedersen commence par la développer sa nouvelle cartouche, et c'est ce qu'il fit en obtenant le 276 Pedersen, pour pas chercher bien loin, avec une balle de 125 grains et développant une vitesse de 762 mètres par seconde. La cartouche est donc plus petite que celle du 30-06, qui permet alors Pedersen de concevoir un boîtier plus petit, et donc une arme plus légère. Une fois sa cartouche validée par des tests balistiques, il révèle en 1924 le concept de son futur fusil, et surtout le fonctionnement. Le fusil fonctionnera avec un système de genouillère, comme le pistolet Luger. Il n'y a pas de recul du canon, lorsque la cartouche est tirée, la balle part, mais la genouillère retarde l'ouverture suffisamment longtemps pour que le pic de pression soit déjà retombé, et amorce donc un mouvement arrière pour extraire l'étui vide et introduire une nouvelle cartouche dans la chambre. Le fusil de Pedersen fonctionne avec un clip de 10 cartouches. C'est un clip du style Manischer, ce qui veut dire que le fusil ne fonctionnera pas sans le clip. À la fin du tir, le clip est éjecté automatiquement. Par contre, l'énorme défaut du fusil Pedersen, c'est qu'il a besoin de cartouches lubrifiées. Et oui, pas d'extraction primaire. Et sans des étuis lubrifiés, les étuis coincent après le tir. Là où les fusils de Thompson et de Garand s'en sortent largement mieux. Ils ne sont pas exempts de soucis, mais des tests ont été faits sur le Garand avec ce qu'ils appellent un internal oiling pad qui permet légèrement de lubrifier la cartouche lorsqu'elle est introduite dans la chambre. Mais sur des tirs rapides de 100 cartouches, le Garand s'en sort très bien sans lubrification. Et 100 cartouches tirées avec un fusil auto, c'est franchement une sacrée cadence de tir. Il y a un point intéressant à noter sur le fusil de Garand, le T1920, qui sert encore au test, il y avait deux versions. L'un avec un magasin amovible de barres, et l'autre avec un magasin interne de 10 cartouches. En fait, le fusil de Garand de cette période reprend surtout au maximum les pièces du Springfield 1903, pour évidemment économiser sur la production.
Donc la seconde version utilise les clips de 5 cartouches, ce qui est plus intéressant que le clip de Pedersen, car là on peut alimenter au besoin cartouche par cartouche le fusil. Et c'est assez amusant de constater que finalement le design de Pedersen, quoique non retenu, aura finalement eu un impact sur le design de Garand, qui a dû mettre dans son fusil lui aussi un système de clip. C'est pas l'initiative de Garand d'avoir changé son fusil, ce sont les militaires qui préfèrent avoir un clip à insérer qu'ils trouvaient plus facile à manipuler pour les recrues qu'un clip plus traditionnel. Bon, même si cela ne permettait pas ou difficilement d'alimenter à nouveau le fusil avec une seule cartouche sur un clip à moitié plein. Les deux inventeurs développent tranquillement leurs idées quand soudain, en 1925, l'armée décide d'adopter une nouvelle cartouche, la 30-06 M1. Pour Pedersen, ça change pas grand chose, car son fusil est en 276. Mais pour Garand, c'est un gros problème. La nouvelle cartouche est conçue avec une nouvelle poudre qui développe une plus grosse pression. Et l'effet qui se coule de ça, les amorces sont désormais serties. Or, dans son système qui fonctionne par recul de la dite amorce, ça pose un gros problème. Et voilà 5 ans de travail qui partent en fumée. Il doit alors tout recommencer. L'armée lui demande en 1926 de continuer à développer un fusil automatique en 30-06, parce que même si le fusil Pedersen est là et même plutôt dans les favoris, ils veulent pouvoir comparer avec un modèle dans la cartouche réglementaire. Mais il faudra quand même attendre février 1927 pour qu'il commence réellement ses travaux. Et son choix se portera sur l'arme que vous connaissez aujourd'hui. Fonctionnement par récupération des gaz avec piston attelé à la culasse. Et il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, c'était déjà le mode de fonctionnement du RSC 1917 français, et même plus ancien, des fusils Mondragon. Et a priori, c'est plutôt à partir du Mondragon qu'il se serait inspiré. Et en même temps, on peut comprendre qu'il n'avait peut-être pas le temps de tergiverser trop longtemps pour un nouveau concept. Entre-temps, les militaires s'interrogent toujours sur le choix de la nouvelle munition, calibre 30 ou calibre 276. Eh bien c'est simple. Utilisons des cochons. Et ouais, vont mettre des cochons anesthésiés sur le pas de tir entre 250 et 1000 mètres et voir si les blessures sont jugées satisfaisantes. Et je vous épargne les détails, mais oui, il est jugé que le 276 fait suffisamment mal, ouais. Il y aura d'autres tests qui seront faits en parallèle avec des versions carbine du Pedersen, ainsi qu'encore le fusil de Thompson, et qui conclut par « oui, il faut du 276 ». Alors que Garand était en train de développer un nouveau fusil en 30-06, on lui demande tout à coup d'arrêter et de fournir à SAP un fusil en 276. Et là, on est déjà en décembre 1927. Alors que son concurrent principal, le fusil Pedersen, se porte très bien et ne nécessite pas autant de changements. Il arrive à fournir les 20 fusils demandés pour les tests de juillet 1929. À ce moment-là, il y a encore d'autres inventeurs qui proposent leurs armes. Car oui, dans les années 20, Garand, Pedersen et Thompson ne sont pas les seuls sur la planète à travailler sur le sujet. On y retrouve un Colt, conçu par le demi-frère de John Browning, un fusil développé par un Tchèque, le ZH-29, un autre fusil germano-suisse proposé par Rheinmetall et un autre fusil américain. Bref, encore une fois, tous les détails sont ici. Il y a 2 points intéressants à noter dans le résultat de ces tests, mais il est bien noté que le fusil Garand dispose de peu de pièces, ce qui, d'un point de vue temps de production, est très intéressant, et que le fusil Pedersen nécessite des étuis lubrifiés, ce qui devient très problématique pour un usage militaire. Et ouais, c'est clairement un aimant à poussière, et donc ça peut générer des problèmes de cyclage. Mais globalement, oui, le fusil Garand s'en sort mieux. Mais par contre, le choix du calibre 276 est toujours maintenu. Enfin, disons que c'est pas du goût de tout le monde. Le chef de l'infanterie et la cavalerie ne jurent que par le 30-06 pour ses capacités de tir à longue distance, tandis que les gens de leur propre bureau poussent au 276. Bon, on imagine aussi qu'il devait y avoir des considérations logistiques, parce qu'avoir 2 cartouches, l'une pour le fusil et l'autre pour les mitrailleuses et les fusils mitrailleurs, c'est pas pratique. Mais vous savez pourquoi le 276 n'a pas été définitivement adopté? Les cochons. Enfin, ou plutôt, les chèvres. J'invente rien, mais il y a des militaires qui ont protesté sur le fait que la chair des cochons n'avait rien à voir avec la chair humaine, et que le plus proche était la chair de chèvre. Je sais pas comment ils en sont venus à cette conclusion, personnellement, j'ai jamais goûté, donc je peux pas comparer. Mais bon, ils arrivent sur la même conclusion, le 276 c'est bien à courte portée, mais le 30-06 c'est mieux à longue portée. Donc après tout ça, c'est carrément une dimension stratégique. Qu'est-ce qu'on veut faire de l'infanterie plus tard? Quelles seront les distances d'engagement des futures batailles? Est-ce qu'on essaye de rester loin, ou au contraire, on se rapproche pour frapper un grand coup? Donc, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils demandent à Garand de développer son fusil en 30-06. Ouais, mais a priori, il bossait déjà dessus sur son temps libre, parce qu'il avait dû voir venir le coup, et il arrive à proposer un modèle fonctionnel en juin 1930. On arrive à la 3e série de tests en août 1931. En gros, on a de nouveau le fusil Pedersen en 276, qui n'a quasiment pas changé depuis le début, et les 2 Garand en 276 et en 30-06. Une fois de plus, l'avantage est donné au Garand car il n'utilise pas de cartouche lubrifiée, et il est composé de moins de pièces, et est donc jugé plus facile à fabriquer.
Il est aussi plus précis avec des organes de visée plus adaptés. En fait, les défauts du Garand sont jugés comme sans grande incidence, tandis que ceux du Pedersen sont considérés comme fortement problématiques. Garand a toujours su travailler sur son fusil en l'améliorant constamment, alors que Pedersen n'a, à chaque série de tests, quasiment rien modifié ou si peu. Et puis il n'a rien fait pour éviter d'utiliser des cartouches lubrifiées. Pire, convaincu que son fusil allait être adopté, il était en voyage en Angleterre en 1930 pour vendre ses brevets à la compagnie Vickers. Et a priori, ça lui a été fatal et ça n'a pas beaucoup plu aux Américains. Finalement, les essais de 1931 tendent clairement à l'adoption du fusil Garand, même si dans l'état actuel, il n'est pas parfait. Mais au moins, ils ont deux versions, dans deux calibres différents, pour continuer les tests. Pedersen est mis à la porte et tentera vainement de porter plainte. On n'en entendra finalement plus trop parler. Certains pensent que tout a été retardé pour laisser Garand développer son fusil, car si le fusil Pedersen avait été développé, alors, selon son contrat, l'armée lui devait des royalties sur chaque fusil produit, ce qui aurait été financièrement trop imposant, tandis que Garand n'était finalement qu'un simple employé. Reste encore à déterminer, 276 ou 30-06 ? Eh ouais, ni les cochons ni les chèvres n'ont permis de trancher la question. Non, cette fois-ci, c'est le général Douglas MacArthur qui dit non. En fait, depuis la crise de 1929, l'économie américaine n'est pas au top et il sait que le Congrès ne validera jamais la mise en place d'un nouveau calibre, et que cela complique trop la logistique entre les mitrailleuses et les fusils. Donc, en février 1932, c'est plié. Le 30-06 restera la cartouche standard de l'armée, la marine et la cavalerie. John Garand se démène pour travailler sur son fusil en 30-06 et en mettre à disposition pour de nouveaux essais en mars 1932. Bon, encore une fois, je vous épargne les détails, mais il y a un test d'endurance de 5000 cartouches qui est fait, mais il y a des pièces qui cassent et ça ne dépasse pas 1500 cartouches. Malgré ça, l'armée veut faire fabriquer 80 exemplaires du fusil pour diversifier les essais, sauf que, pour l'instant, il s'agissait de simples protos, faits à la main, par Garand et son équipe, et que 80, ça commence à causer. Et il faudrait investir dans les machines-outils. Oui, mais investir autant pour seulement 80 fusils, ça vaut pas le coup. Surtout que rien ne dit que le fusil Garand sera l'arme officielle de l'armée américaine, et puis il faut trouver de l'argent pour ça. Tout ceci est un peu compliqué, mais à ce moment-là, la Navy voulait commander 1500 Springfield 1903, et l'armée a tout fait pour que ce budget-là, qui est bien distinct entre le budget armée et Navy, eh bien ce budget-là passe pour la commande des 80 fusils automatiques, et ils en profitent pour revendre des US-17 au passage. Ah oui, ça raclait les fonds de tiroir à cette époque-là. Bref, l'investissement des machines chez Springfield Armory est possible, et les exemplaires envoyés ici et là dans la Navy et la cavalerie pour des essais. Et là, on est déjà en 1935, avec les résultats suivants. Le fusil Garand n'a pas de défaut majeur, il est aussi précis que le Springfield 1903, il est plus efficient en puissance de feu, ses performances générales sont au niveau attendu et il peut remplacer le Springfield 1903. On en arrive à la date du 9 janvier 1936, le fusil Garand devient officiellement l'US Rifle Semi-Automatic Caliber 30 M1. Donc là c'est bon, c'est officiel, John Garand peut aller se reposer, souffler un coup et le fusil est lancé à fond pour la production. Oui, non, John Garand n'était pas au bout de ses peines. Ce qu'il fallait maintenant, c'est mettre en route la production de masse. Et là, le hic, c'est que Springfield Armory n'a pas changé ses machines depuis 1900. Ah ouais, la production principale, surtout pendant la Première Guerre mondiale, c'est le Springfield 1903. Or, produire un fusil semi-auto demande un certain changement, et donc un certain investissement. Sans parler des votes auprès du Congrès qu'il fallait obtenir pour débloquer les fonds. C'était déjà difficile de trouver des dollars pour 80 fusils, alors imaginez pour des centaines de milliers. Ce qui fait que tout ceci va prendre énormément de temps et les premiers fusils M1 ne sortiront de l'usine qu'en septembre 1937 et à une cadence de seulement 10 fusils par jour. On sera vers les 100 par jour au milieu de l'année 1939, ce qui n'est toujours pas foufou. Du moins pour un temps de paix et avec une projection de réarmement complet de l'armée et la cavalerie, bon ça peut aller. Et petit problème avec les exemplaires qui sortent de l'usine, mais ils avaient certains défauts qui n'étaient pas rencontrés sur les 80 prototypes initialement fabriqués. Le plus connu étant cette histoire de problème de la 7ème cartouche. En gros, il a été découvert qu'en insérant le clip avec la cartouche en haut du clip du côté droit, alors la 7ème cartouche du clip, se trouvant elle aussi à droite, se positionnait mal face à la chambre. Ce qui n'arrivait pas si le clip était mis avec la cartouche haute côté gauche. Ça a été un gros problème pour essayer de comprendre pourquoi ça fonctionnait très bien sur les prototypes, mais pas sur les modèles d'usine. À tel point que pour une journée d'essai, ils ont passé la consigne aux utilisateurs de toujours mettre le clip avec la cartouche haute à gauche pour éviter que la presse ne voie le défaut. Et en fait, il s'avérait que ce genre de défaut, c'est parce que les cotes initiales des plans de Garand avaient été légèrement modifiées. Peut-être pour des raisons de facilité d'usinage, je sais pas. Et c'est à ce moment-là qu'arrive Winchester, en la personne d'Edwin Pugsley, un ancien général qui a fait carrière chez Winchester et qui avait de très bonnes connaissances dans l'armement léger et l'ingénierie.
L'armée discutait avec l'entreprise privée pour voir s'ils étaient intéressés pour produire eux aussi des M1 Garand, ce qui augmenterait plus rapidement les stocks de l'armée. Et spoiler alert, oui, Winchester fabriquera bien des M1 Garand, mais au début, ça va plutôt mal se passer. En fait, l'armée va demander conseil auprès de Winchester et Pugsley sur la mise en place de la production, des machines-outils, etc. Et encore une fois, on est en 1937, donc ça arrive quasiment au même moment où les premiers fusils sortent de chez Springfield Armory. Donc, Pugsley visitera l'arsenal de Springfield et ne fera que critiquer la manière dont les gens travaillent, les machines sur place et surtout le fusil en lui-même. Ils vont récupérer un exemplaire, le démonter, l'examiner, dans le but initial d'estimer le temps de fabrication, les outils, les machines à employer, etc. pour, in fine, en calculer le coût de fabrication. Et oui, je rappelle que Winchester c'est une entreprise privée. Octobre 1938, Winchester envoie une lettre à l'armée pleine de critiques envers le M1 Garand. Il est trop compliqué à fabriquer, donc trop cher, trop difficile pour le démontage par les troupes, et surtout le système de clip est trop mauvais. Il demande carrément à revoir l'adoption du Garand et d'arrêter de dépenser de l'argent sur la production d'un fusil qu'il juge mauvais. Et pourquoi est-ce qu'ils sont autant critiques à l'égard de Springfield et du Garand, sachant qu'une proposition du gouvernement de fabriquer ce même fusil dans leurs usines leur tend les bras? Et donc, indirectement, ce sont derrière des milliers ou millions de dollars à la clé. Eh bien parce que Winchester développait, eux aussi, leur fusil semi-automatique. Eh oui. Non, ce n'est pas l'USM-1. On est en 1938, la production est quand même lancée à Springfield. Certes, pas de manière intensive, mais quand même, elle est là. Eh bien, Winchester essaye d'influencer les militaires pour arrêter la machine et adopter leur fusil, nommé G30. Bon, je parle même pas du fait que Pedersen essayait de revenir à la charge pour revendre les droits de son fusil à Winchester. En plus, ce qui est assez amusant, c'est que Winchester va signer le contrat pour lancer la production des fusils Garand, donc quelque part s'engager à tout mettre en œuvre pour les produire, ces fusils. Mais ça les arrêtera pas d'essayer de revendre leur propre modèle. Parce que déjà, les Marines vont tester le G30, et visiblement, les résultats des tests étaient encourageants. Mais au même moment, il y avait un certain Melvin Johnson, qui était en plein dans une tempête médiatique pour lui aussi tenter de vendre son fusil à la place du Garand. Donc Winchester se disait que si eux arrivaient à sortir leur fusil au-dessus de cette bagarre, ça serait peut-être bénéfique. Sauf que le père Pugsley, à force de critiquer un peu partout Springfield et l'adoption du Garand, il s'est pas fait que des potes du côté des militaires, car il remet en cause 35 ans de travail. Je vous le disais au début de la vidéo, la recherche d'un fusil automatique date du début des années 1900. Et comme on l'a vu, le fusil Garand n'a pas été le seul fusil à être testé. Donc, débarquer vers 1938-1939 pour dire « Et attendez là, votre choix, mais il est mauvais, nous, on a mieux », ça passe pas trop quoi. Ah, et en 1940, revoilà qui? John Kerrish, le financier avec lequel Garand avait bossé en 1918, qui tente de porter plainte sous le prétexte que John Garand aurait fabriqué son fusil sur les brevets qu'il avait déposés lui-même en 1918. Bon, il ira cordialement se faire voir, mais quand même, ça reste chiant pour John Garand de devoir prouver que, non, son fusil est bien de lui et pas d'un autre mec qui débarque 20 ans plus tard. Et là, on en arrive à notre ami Melvin Johnson. Je vous ai fait une vidéo sur le fusil Johnson, donc je vais essayer de balayer la chose assez rapidement. Melvin Johnson, avocat et capitaine de réserve chez les Marines, développe son propre fusil semi-automatique. La particularité de son fusil, c'est qu'il utilise une culasse rotative à plusieurs tenons. C'est la même culasse qui sera reprise dans la R10 de Stoner, et que vous connaissez dans vos AR-15 aujourd'hui. Et l'autre point, c'est que son fusil possède un magasin circulaire de 10 cartouches qui s'alimente avec 2 clips de fusil 1903. Les cartouches sont calées dans un magasin rotatif un peu à la façon d'un Krieger-Gensen, ce qui donne ce gros ventre là au milieu. Bref, il commence son développement vers 1937 et il est persuadé que son fusil est le meilleur. En tout cas, meilleur que celui de Garand. Sauf qu'à ce moment-là, le Garand vient d'être adopté, mais la production est encore très faible, donc, comme Winchester, il se dit que c'est le moment ou jamais de faire adopter son arme. Étant capitaine chez les Marines, il utilise souvent une de leurs bases pour tester ses armes et en faire la démonstration, ce qui attire certains regards, et notamment celui d'un journaliste, qui va mettre le feu aux poudres. La vache, ça fait 8 ans que je fais des vidéos, je crois que c'est la première fois que je le place. Et bref, le journaliste qui présente dans son article de 1939 brièvement Melvin et son fusil déclare carrément que, selon certains experts, ce fusil est supérieur au M1 Garand. Autre point intéressant à ce moment-là, mais les Marines n'ont toujours pas adopté le fusil M1. Ils sont encore au Springfield 1903, mais on y reviendra. Ce qui donne de l'eau au moulin de Melvin Johnson en se disant que son fusil pourrait être adopté en tant que fusil M2, et donc pourrait potentiellement équiper les Marines. Alors il va jouer le tout pour le tout, utiliser ses contacts politiques pour porter l'affaire au Congrès, rien que ça. Je rappelle qu'il est avocat, issu d'une bonne famille, et donc les contacts, il les a. Mais, comme vous vous en doutez, ça ne fait pas tout. Néanmoins, ça va lui permettre de provoquer une série de tests mettant face à face son fusil et celui de Garand, qui vont continuer jusqu'en 1940, faisant les choux gras de la presse de l'époque, avec ceux qui sont convaincus que le fusil Johnson est le meilleur,
et qu'il faut arrêter immédiatement la production du Garand, et ceux qui constatent que, oui, le fusil Johnson n'est en soi pas mauvais, mais il apporte quoi de plus au fusil Garand? Bah pas grand chose, hein. Et on arrive en 1941, où Johnson a fait du forcing partout, mais a finalement quasiment tout perdu. Bon, après tout ça, si on en revenait vraiment au fusil Garand et à son introduction dans l'armée, eh bien je vous avais dit que la munition de 30-06 avait changé en 1925 pour devenir la M1, plus puissante, avec une poudre plus vive. Sauf qu'elle tapait vraiment trop fort, hein. Et une nouvelle cartouche, la M2, fut donc adoptée en 1938. Pour le fusil en soi, ça change rien, car il était développé pour la cartouche M1, donc il encaisse bien, et au contraire, une cartouche plus souple, c'est même mieux. Mais évidemment, comme ça arrive pile au moment où le fusil commence à être distribué aux troupes, les critiques fusent, comme quoi le fusil n'est pas assez solide, puisqu'il faut développer une cartouche moins forte. Mais sans qu'il y ait aucune corrélation entre le Garand et la cartouche M2. Ils tirent parfaitement les deux. Mais vous comprenez que dans le contexte où Winchester et Melvin Johnson veulent vendre aussi leurs fusils, ça ne facilite pas les choses pour Springfield Armory. Cependant, il y avait bien un défaut au fusil Garand, son système d'empreinte gaz. À l'avant du fusil, il y avait un système de récupération des gaz qui, en anglais, est nommé gas trap, soit piège à gaz. En fait, c'est le système du fusil danois Bang, fusil qui avait été testé dans les années 20. C'est le même principe que sur le fusil Mauser G41 allemand que je vous ai déjà présenté. Sur les premiers Garand, à l'avant, il y a une sorte de cavité juste au bout du canon qui va récupérer les gaz issus du tir et les envoyer sur le piston situé en dessous du canon. En soi, il avait toujours été noté que c'est le point faible du fusil Garand pour plusieurs raisons. A priori, la baïonnette 1905 s'attachait mal au bout du canon, ça semble un argument peu convaincant, hein, mais en 1939, on croit encore beaucoup en l'usage de la baïonnette. Le système s'encrasserait trop rapidement et était difficile à nettoyer sur le terrain. Il était noté que ce gas trap pouvait bouger et perdre son aliment au fur et à mesure des tirs, ce qui, dans le meilleur des cas, faisait mal cycler le fusil, et dans le pire, une balle tirée pouvait rentrer en contact avec et faire éclater le bout du canon. Après un intense travail de la part de John Garand et son équipe, il faudra attendre août 1940 pour que le nouveau système d'empreinte gaz soit mis en place. Les 50 000 fusils Garand sont déjà fabriqués, seront modifiés que s'ils retournent à l'usine pour un changement de canon. Et donc le nouveau système, c'est quoi? Simplement un cylindre à gaz situé sous le canon. Lors du tir, les gaz sont récupérés par un trou dans le canon à l'avant et ils vont être collectés dans le cylindre pour venir pousser le piston. C'est effectivement beaucoup plus simple. Bon, du coup, la dernière étape après tout ce qu'on a vu, convaincre l'utilisateur final, c'est-à-dire les soldats eux-mêmes. Alors évidemment, vous imaginez bien qu'entre les articles dans la presse qui parlent de Winchester et de Melvin Johnson, ça n'aide pas pour convaincre les militaires du rang que le nouveau fusil est bon. L'arme du fantassin est un outil avec lequel sa vie peut en dépendre. Si l'arme est mauvaise et ne fonctionne pas au moment fatidique, ou on en a besoin sur le champ de bataille, ça pose un très gros problème. Et le problème, c'est que la réputation controversée du Garand ne met pas le soldat en confiance avec son nouveau fusil. Et aussi les vieux militaires de carrière qui ont tiré toute leur vie au Springfield 1903 ont du mal à accepter la nouveauté. Faut dire que le 1903, c'est un super fusil, robuste et précis-sensible. Pour eux, le fusil Garand est trop compliqué à nettoyer, pas assez précis. Avec son boîtier ouvert, toutes les saletés vont rentrer dedans, et puis la consommation de munitions va être trop importante, avec le risque de se retrouver sans aucune cartouche au bout de 5 minutes de combat seulement. Et puis il y a le fameux Garand Thumb, quand on laisse son pouce dans le boîtier en insérant le clip, et que la culasse revient vers l'avant. Ça fait mal. Donc il y a d'un côté les vieux briscards qui ne jurent que par le Springfield 1903, et les recrues qui n'ont pas le choix, ils sont formés au M1 Garand. Du moins, cela va changer avec les premiers combats. Le 7 décembre 1941, les Japon attaquent par surprise Pearl Harbor, les États-Unis rentrent enfin en guerre, et les M1 Garand vont commencer à être utilisés à Guadalcanal notamment, en août 1942. Je rappelle que le fusil a été adopté en 1936, ça fait relativiser quand on pense aux Allemands et aux Russes qui ont développé leur fusil automatique quasiment en plein conflit. Et donc, à Guadalcanal, il y a les soldats de l'armée équipés de M1 Garand et les Marines équipés de Springfield 1903. Les Marines ont déjà testé le Garand, mais ils l'ont écarté car si le fusil est précis-sensible, il souffre de trop de problèmes de fonctionnement et il faut le lubrifier abondamment. Ce qui, pour des opérations où les Marines sont débarqués en petit nombre et où justement le tir précis est de rigueur, ce n'est pas permis d'avoir une arme qui cycle mal. A contrario, il est admis que dans l'armée, même si vous avez, admettons, 10% des gens qui ont un problème avec leur fusil, vous avez quand même les 90 autres % qui peuvent tirer 8 cartouches de manière quasi continue. Je mets des précautions dans ce que je vous dis, mais c'est écrit dans les sources et dans les réflexions de l'époque, c'est ainsi. Retour à Guadalcanal, mais il y a plein d'histoires qui sont relatées, comme par exemple ce marine qui servait de guide dans la jungle à un sergent de l'armée et qui tombe sur une patrouille de 5 japonais. Le marine n'a eu le temps de tirer qu'une seule cartouche avec son 1903, tandis que le sergent a dégommé les 4 autres japonais avec son Garand.
Et vraiment des histoires comme ça, il y en a plein et les Marines vont tenter de récupérer un maximum de Garand en lieu et place de leurs fusils à verrou. Ils vont essayer de les échanger contre des souvenirs comme les baïonnettes japonaises ou carrément parfois les voler. Tous les moyens étaient bons pour s'équiper du nouveau fusil qui surclassait le fusil à verrou des Japonais. Finalement, les critiques comme quoi le Garand n'était pas au niveau de précision du 1903 disparaissaient totalement une fois au combat, face à la capacité de puissance de feu décuplé. Certains annoncent un x4 par rapport au fusil à verrou. Et aussi, même si le fusil est plus lourd, son recul est donc plus confortable, ce qui rend le tir moins fatigant à la longue. Par contre, en effet, le point négatif principal du Garand, c'est son poids. 4,5 kg contre 3,9 kg pour le Springfield 1903 et 2,5 kg pour l'USM-1. Il y en a qui vont me traiter d'homme soja parce que je dis que le Garand est trop lourd. Non, non, c'est rapporté par les sources d'époque. Un soldat passe le plus clair de son temps à porter son arme et non à tirer avec. Donc oui, 500 grammes de plus ou de moins, ça fait une différence. Et quiconque aura eu en main un Garand et tire avec ne pourra qu'approuver. Oui, l'arme est lourde, mais par contre ce défaut se gomme immédiatement lorsqu'il est utilisé au combat. La puissance de feu que l'arme procure en tirant le 30-06 donne instinctivement confiance aux militaires. Certains soldats vont abandonner l'USM-1 au profit du M1 Garand, parce qu'ils savent que le fusil va leur offrir une puissance et une portée inégalables, même s'ils doivent se trimballer 5 kg sur le dos. L'autre critique est liée au système de clip. C'est vrai que c'est assez surprenant comparé à la myriade de fusils à verrou qui existaient à l'époque et qui utilisaient un magasin interne, où le clip n'est pas inséré, et où il est parfaitement possible d'ajouter une cartouche au besoin. De l'autre côté, le FM Bar 1918 dispose d'un magasin movible, tout comme l'USM-1. Alors pourquoi le M1 Garand avait un clip particulier? On en a déjà parlé, mais initialement, John Garand avait développé un fusil avec un magasin amovible de barre. Mais pour X raisons, et peut-être à cause du Pedersen, il a modifié son fusil pour utiliser le clip Mannlicher. Les avantages, c'est le coût de production des clips, qui est rapide à faire et pas cher. Ensuite, cela donne un profil très bas du fusil, ce qui permet le tir couché sans difficulté. Le magasin amovible du bar coûte donc plus cher à produire, mais peut aussi s'abîmer plus facilement sur le terrain. Mais bon, à l'usage, le soldat qui tire 4 ou 5 cartouches qui veut alimenter son arme à 8, il fait comment? Eh bien il tire la culasse en arrière, éjecte le clip partiellement rempli qui tombe par terre, prend un nouveau clip et l'insère. Ça semble simple comme ça, mais il faut bien se dire que pendant ce temps-là, le boîtier est grand ouvert, ce qui peut potentiellement laisser entrer des poussières, de la pluie ou n'importe quoi, et peut donc créer des problèmes de cycle après. Et puis les munitions tombées par terre, elles sont perdues. Et autant dire que c'était la pratique courante sur le front. Donc ça augmente un peu aussi la consommation des munitions. L'autre point lié au clip, c'est qu'une escouade ne pouvait pas compter sur les munitions utilisées par une mitrailleuse si besoin. Il fallait récupérer des clips vides et sortir les munitions des bandes. C'est là où le fusil Johnson s'en sortait beaucoup mieux, parce qu'on pouvait le garnir cartouche par cartouche. Mais encore une fois, ces quelques défauts sont balayés par la puissance de feu que le fusil offre aux fantassins, surtout face à de la SAK type 38 ou du Mauser 98K. Aussi, le fusil semble bien survivre aux différentes conditions climatiques, et sa robustesse n'est plus approuvée. Lourd, certes, mais pas fragile. Enfin, disons, comme toute arme, il a ses limites. Mais a priori, il encaisse bien. Ce qui fait qu'une fois les premiers combats passés, la majorité des militaires apprécient vraiment le M1 Garand. C'est clairement relaté par les sources de l'époque. Bon, et en parallèle de la production et de l'utilisation au combat durant la Seconde Guerre mondiale, il se passe quoi? Parce que oui, je le répète, le Garand est en soi un bon fusil, mais ça n'en fait pas une arme parfaite. D'ailleurs, qu'est-ce qu'une arme parfaite? Vous avez 2 heures. Donc l'armée va demander à Springfield Armory et John Garand de continuer à travailler sur le sujet et de proposer des améliorations. Ça donnera naissance à la série des fusils T20 en 1944. T pour test. L'idée de base est simple, transformer le M1 Garand avec un chargeur de barre pour le tir en rafale. Bon, c'est simple sur le papier, mais en réalité ça demande pas mal de boulot déjà d'adapter le boîtier du fusil à la longueur du chargeur. Et puis il voulait aussi pouvoir adapter le mode de fonctionnement avec tir en culasse fermée pour le tir semi-auto et culasse ouverte pour le tir en full, comme ce que faisait le fusil mitrailleur de Melvin Johnson. Et ça faut le savoir. John Garand va tester plein de trucs, notamment un frein de bouche qui me fait penser à celui de la VS-36 soviétique. Il y aura des modèles avec bipied, d'autres avec lunettes, et toute cette série T20 ne sont en réalité les prémices d'une arme que vous connaissez tous, le M14, mais on en reparlera un autre jour. Car il n'y a pas que la série T qui a été développée durant la Seconde Guerre mondiale, mais il y a aussi la série E, pour expérimental. Alors, avant d'aller plus loin, parlons du Garand Tanker, qui est en fait dans la série T. Ouais, il y a eu 150 Garand raccourcis pour les combats du Pacifique, mais non, ces armes n'ont pas quitté les États-Unis. Les Garand dits Tanker qu'on voit aujourd'hui sont des fabrications des années 60, faites par un collectionneur américain. C'est sympa comme arme, mais ça n'a rien d'authentique. Pour en revenir à la série E, il y aura un peu plus de variété. Le M1E2 sera un essai avec des lunettes. Le
E3 sera équipé d'une culasse avec galet pour limiter les frictions au niveau du boîtier et mieux encaisser la pluie. Je vous passe les suivants, hein, mais le M1 E5 est vraiment sympa puisqu'il s'agit d'un garant raccourci avec crosse pliable et certains exemplaires avec poignée pistolet. Pour les parachutistes, non, perdu pour la cavalerie. Eh oui, la cavalerie c'est surtout des équipages de véhicules blindés, mais ça ne dépassera pas les tests de 1944. Viennent ensuite les versions M1, E6, E7, E8 qui sont des variantes de sniper, dont on va parler juste après. Je m'arrête là dans les versions expérimentales, hein, ça va jusqu'au chiffre 13 et c'est à découvrir ici. On l'a vu précédemment, mais pas mal de versions à lunettes dites de la série E ont été essayées. Une parmi elles a été adoptée, la M1E7, qui est devenue officiellement, en juillet 1944, le M1C. C'est la version avec laquelle je tire dans la vidéo. L'idée était évidemment de remplacer les Springfield 1903. On a un montage latéral, ce qui semble évident, puisque le boîtier du garant s'ouvre par le dessus avec l'éjection des étuis, et il faut pouvoir y insérer un clip. La lunette est une Weaver 330 avec un grossissement de 2,5 et chose vraiment particulière, le réticule est juste un trait vertical. Il n'y a aucune graduation à l'intérieur. C'est un peu perturbant, mais on s'y fait rapidement. On remarque aussi la présence de cache-flamme M2 pour évidemment cacher la présence du sniper lors du tir. Cache-flamme qui détériore parfois la précision du fusil s'il était mal fixé et qui sera changé en 1950 par un autre modèle, le T37. Mais le M1C va vite prouver ses limites, parce que les boîtiers fabriqués à Springfield étaient envoyés dans une autre société à New York pour être percés pour les montages, puis renvoyés à Springfield afin d'être traités et montés avec un canon. En fait, il n'y avait aucune sélection des boîtiers, et visiblement la qualité de fabrication des montages n'était pas au top, et il pouvait y avoir du jeu au bout d'un moment. En plus, ces montages n'avaient pas été pensés pour être fabriqués en masse, donc ça posait aussi un problème de coût. En fait, le M1C a été adopté trop vite, parce qu'il fallait absolument un fusil de sniper. John Garand va proposer en septembre 1944 un nouveau montage qui sera le M1D. Le M1D permet de changer le Garand normal en fusil de sniper en démontant le canon. Ouais, il faut quand même que ce soit fait par un armurier. En fait, la base du montage vient se mettre justement à la base du canon et est fixée par une sorte de goupille. La lunette peut ensuite être très facilement posée et enlevée à partir de cette base. D'ailleurs, la lunette change définitivement et devient la M84 de chez Lyman. A noter que le M1C a lui aussi reçu la M84. Quoi qu'il en soit, les versions originales de ces fusils sont extrêmement rares. Ce qui est amusant, c'est que si les M1C et M1D n'ont pas été trop utilisés durant la Seconde Guerre mondiale, c'est surtout durant la guerre de Corée qu'on les verra. Et surtout, une production en 1951 sera relancée, et avec des M1C et des M1D. Visiblement, c'est lié à des stocks qui restaient, et certains rapports de force entre les administrations militaires qui voulaient du C et d'autres du D, avec les avantages et inconvénients de chacun. Ah, et vous connaissez la version pour les Marines ? L'USMC 52 Sniper's Rifle. Vous prenez un M1C, vous modifiez un peu sa base et vous imitez une lunette x4 Kollmorgen et ça vous donne le MC52. Bon, à ce stade de l'écriture de la vidéo, j'en suis à 13 pages de mon fichier Word et normalement on doit être déjà sur une vidéo assez conséquente. Le problème c'est que l'histoire du fusil Garand ne s'arrête ni à la fin de la Seconde Guerre mondiale ni encore après la Corée. Je ne vais pas pouvoir tout aborder, notamment les versions fabriquées par International Harvester Corporation, Harrington et Richardson, et les versions National Match pour le tir sportif. Non, parce qu'en plus, les États-Unis n'ont pas été les seuls à utiliser le M1 Garand. L'Angleterre en a eu au début du conflit. Les forces françaises libres en ont eu. On pourrait continuer très longtemps. Utilisé en Corée, utilisé au Vietnam, surtout par l'ARVN. Par contre, pour eux, c'était pas vraiment un plaisir d'avoir le Garand, car ils étaient globalement de petite stature, et le fusil était trop lourd, avec un recul trop important pour eux. Eux, c'est plutôt la carabine USM1 qui leur plaisait. Mais même quand le M14 devait remplacer le Garand, finalement, non, il était encore là, pour être remplacé par l'AR-15. Le Danemark, lui, adopte le M1 Garand en 1950, soit tout de même 14 ans après les États-Unis. Les premiers fusils sont achetés aux États-Unis, mais les suivants seront fabriqués par Beretta et Breda. On les remarque par le marquage FKF et la couronne sur le boîtier. Et en parlant des Italiens, avec la formation de l'OTAN, il fallait un fournisseur officiel de fusils, et c'est Beretta qui a été choisi, mais la production ne commencera qu'en 1955. Donc ils vont fournir toute l'Europe comme les Danois dont j'ai déjà parlé, et pour augmenter la production, Breda va suivre le mouvement. Ils vont aussi proposer les conversions pour la nouvelle cartouche, le 762 par 51 OTAN. Il sera gardé par le Danemark jusqu'en 1975, pour être remplacé par le HKG3. Côté italien, ça nous amène au BM59, quand je vous disais que c'est pas fini. Le BM59, c'est le M14 italien. C'est presque tout pareil, vous prenez un M1 Garand, vous y adaptez un magasin amovible, la capacité de tir en rafale, un cache-flamme, et le tour est joué.
Les Italiens ajoutent un bipied et voilà. On va s'arrêter là, hein, c'est pas trop mal. Sachez qu'en plus du côté des baïonnettes, bah oui, il y a la 1905, mais c'est encore un thème de collection à part entière. Hein. J'ai pas parlé non plus du tir à la grenade, mais oui, le M1 Garand permet de tirer des grenades à fusil avec un adaptateur et une cartouche à blanc. Bon, et John Garand dans tout ça? Eh bien, après une carrière dévouée entièrement à sa création, et pas que, hein, parce qu'il a aussi travaillé sur le programme de l'USM1, il arrête son travail à 65 ans en 1953. Une soirée lui est organisée à Springfield, 500 personnes sont présentes et on lui remet symboliquement le fusil numéro 1 million, dans une très belle mallette et avec un clip plaqué argent et avec 8 cartouches plaquées or. Même le président Eisenhower lui envoie un message de remerciement pour son travail. Parce que oui, John Garand reste un salarié de chez Springfield, et même s'il n'était pas malheureux, il n'en tirera aucun bénéfice. Il vivra tranquillement sa retraite, toujours à Springfield, jusqu'à l'âge de 86 ans. Alors que dire sur le Garand? C'est un super fusil au stand de tir. Bon, déjà c'est une arme iconique de la Seconde Guerre mondiale, hein. On a tous été bercés par les films, les jeux vidéo, et quand vous sortez un Garand au stand, ça attire toujours l'attention. Et puis le bruit du ping, c'est aussi mythique, hein, même si largement amplifié par Hollywood. Franchement, mon humble avis de tireur, j'ai testé le SVT-40, j'ai testé le G41 et le G43, j'ai testé le MAS-49, bon, légèrement anachronique, hein, quoique le MAS-40 et 44, c'est quasiment la même chose. J'ai testé la G42 suédois aussi. Bref, j'en ai quand même fait pas mal et je dois avouer que le M1 Garand est clairement dans le top. Hein. C'est un fusil très agréable à tirer, et puis la visée avec l'œilleton est très pratique aussi. Hein. La détente est aussi très bonne, et en cible, ça fonctionne bien. Par contre, oui, le système de clip, c'est pas le plus fun à utiliser, surtout en position couchée. L'autre point que je trouve assez négatif, le démontage pour le nettoyage. Au début, on se dit c'est facile car la crosse se désolidarise très rapidement du boîtier, mais le reste est quand même assez chiant à démonter. Bon, c'est un coup à prendre, hein, mais au début c'est fastidieux, surtout qu'il ne faut pas se planter au remontage du ressort au niveau de la planchette élévatrice du clip. Mais mis à part ça, oui, c'est vraiment un super fusil que je vous souhaite de découvrir vous-même un jour sur le pas de tir. Et je remercie chaleureusement le camarade qui m'a prêté son fusil pour que j'ai le temps de l'essayer moi-même. Voilà, la vidéo arrive enfin à la fin. Merci à tous d'avoir visionné jusque-là. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter. Ça aide au référencement et à soutenir mon travail. Et je vous dis à la prochaine.